Ils l'ont fait entrer dans la cour, comme on pousse quelqu'un vers le verdict. Sans chant, sans rire, sans bénédiction sincère. La jeune femme gardait les yeux baissés, les mains jointes si fort que ses doigts en tremblaient. Autour d'elle, les murmures coupaient de plus que des couteaux orphelines, poids mort, bouche inutile. On ne disait pas son nom. On ne le jugeait pas nécessaire. L'homme à ses côtés sentait la poussière et la route. Ses vêtements parlaient de faim et d'errance. On l'appelait le mendiant. Certains riaient déjà convaincus d'assister à une farce cruelle, à un mariage destiné à humilier pour toujours. Personne ne remarqua pourtant le silence maîtrisé de cet homme, ni la manière dont il observait chaque visage comme s'il les comptait, ni la sobriété étrange de ses gestes trop calmes pour quelqu'un qu'on méprise ainsi. Il pensait avoir réglé une dette, il croyait avoir brisé une destinée. Ils ignoraient que ce jour-là, il forçait une orpheline à épouser un homme qui cachait bien plus qu'une misère. Ils signaient, sans le savoir, leur propre chute. Ne quittez pas cette histoire maintenant. Ce que vous venez d'entendre n'est que la première fissure d'un destin bouleversant. Dites-nous en commentaire, vous regardez cette histoire depuis quel pays? Quelle est l'heure chez vous en ce moment? Si ces récits de justice, de patience et de vérité cachée vous touchent, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires qui donnent une voix aux oubliés. La suite arrive. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Aïssatou se réveillait toujours avant l'aube. Pas parce qu'elle était courageuse, mais parce que le silence du matin était le seul moment où personne ne lui demandait rien. À cette heure-là, la maison semblait presque tolérable. Les murs fissurés, le toit de tôle qui gémissait sous l'humidité nocturne, l'odeur de cendres froides dans la cour. Tout cela faisait partie de son monde depuis des années. Elle dormait sur un vieux matelas posé à même le sol dans un coin que Tantier Djenaba appelait « la chambre » par habitude plus que par honnêteté. Chaque matin, Aïssatou repliait soigneusement la couverture comme si l'ordre pouvait compenser le mépris. Elle sortait ensuite dans la cour balai à la main avant même que le coq du voisin ne chante. Balayer, laver, préparer l'eau chaude, allumer le feu. Toujours les mêmes gestes, toujours sans merci. Tu crois que la nourriture tombe du ciel, lançait souvent Bakary, l'oncle par alliance, sans même la regarder. Aïssatou baissait la tête. Elle avait appris que répondre ne faisait qu'aggraver les choses. Ici, elle n'était pas une nièce. Elle était une dette ancienne, un fardeau hérité. Au marché central, où elle allait vendre des beignets pour le compte de Djenaba, la ville révélait un autre visage. Bruyant, vivant, indifférent. Les femmes criaient les prix, les taxis klaxonnaient, les odeurs de poissons et d'huile chaude se mélangeaient sous le soleil déjà lourd. C'était là, parmi les étals bancals, que Aïssatou avait rencontré l'homme que tout le monde appelait Kofi. Il ne demandait pas d'argent avec insistance. Il s'asseyait près du mur, un petit sac à ses pieds, observant les passants. Quand quelqu'un lui donnait une pièce, il remerciait d'une voix basse. Quand on l'ignorait, il ne se plaignait pas. La première fois, Aïssatou lui avait offert un beignet invendu. Pas par pitié, par réflexe. Merci, avait-il dit, en la regardant droit dans les yeux. Ce regard l'avait troublé, ni suppliant, ni amer, simplement présent. Peu à peu, sans qu'elle sache pourquoi elle s'arrêtait parfois quelques secondes près de lui. Il parlait de choses simples, de la chaleur, du prix du riz, de la fatigue qui ne quitte jamais vraiment le corps. Jamais il ne lui avait demandé pourquoi elle travaillait autant. Jamais il ne lui avait demandé d'où elle venait. Cette discrétion lui faisait du bien. À la maison, pourtant, l'atmosphère devenait chaque jour plus lourde. Bakary parlait de plus en plus souvent d'argent, de dettes, d'un certain monsieur Sori, dont le nom suffisait à faire taire Djenaba. Aïssatou surprenait des conversations étouffées, des chiffres chuchotés le soir, des soupirs nerveux. Un soir, alors qu'elle nettoyait les assiettes, Djenaba posa son regard sur elle plus longtemps que d'habitude.
un regard calculateur. « Tu sais, Aïssatou, dit-elle doucement, la vie n'est pas tendre avec les gens comme nous. » Aïssatou sentit son estomac se nouer. Il y a des moments où chacun doit faire un sacrifice. Le mot resta suspendu dans l'air. Le lendemain, Bakary rentra furieux. Monsieur Sori avait donné un ultimatum. S'il ne payait pas avant la fin du mois, la maison serait saisie. Aïssatou écoutait immobile, tandis que les reproches pleuvaient comme toujours. Si tu étais vraiment reconnaissante, tu trouverais un moyen, lança Bakary. Cette nuit-là, Aïssatou ne dormit pas. Elle pensa à la rue, à la honte, à cette maison qui n'était jamais vraiment la sienne, et à cette phrase que Djenaba avait prononcée comme une évidence: « On a une solution ». La solution arriva sous la forme d'une idée monstrueuse, présentée comme un acte de bon sens. « Tu es jeune, dit Djenaba. Tu peux te marier, même avec quelqu'un qui n'a rien. Un homme, c'est un homme. » Aïssatou comprit avant même que le nom ne soit prononcé. Le mendiant du marché ajouta Bakary sans détour. Celui-là. Il n'a pas de famille. Personne ne viendra réclamer quoi que ce soit. Le monde d'Aïssatou se fissura. Elle tenta de parler, de dire non, de dire qu'elle ne pouvait pas être échangée comme une marchandise. Mais chaque mot était retourné contre elle. Tu préfères nous voir à la rue? Tu crois qu'on te doit quelque chose? Sans nous, tu serais morte depuis longtemps. Le lendemain, au marché, Aïssatou tremblait en approchant Kofi. Elle ne savait pas comment commencer. Les mots semblaient indécents. Il remarqua son trouble. « Tu vas bien ?» demanda-t-il simplement. Elle hésita, puis la vérité sortit lourde, imparfaite. Le mariage, la dette, la pression. Kofi resta silencieux, longtemps. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il enfin. Personne ne lui avait jamais posé cette question de cette façon. Aïssatou sentit les larmes monter. « Je veux juste que ça s'arrête. » Il hocha lentement la tête. « Je ne te forcerai jamais, dit-il. Jamais. » Ce soir-là, en rentrant, Aïssatou trouva Djenaba déjà convaincu. Les préparatifs étaient lancés comme si sa volonté n'avait jamais compté. Dans l'obscurité de sa chambre, Aïssatou comprit que son choix n'était plus entre le bien et le mal, mais entre deux souffrances. Et pour la première fois, elle se demanda si ce mariage imposé n'était pas aussi une porte vers quelque chose qu'elle n'osait pas encore imaginer. Le matin où Djenaba décida de régler la question, Aïssatou sentit que quelque chose avait définitivement basculé. Il n'y eut ni colère ni cri cette fois-là. Seulement une efficacité froide, presque administrative, qui la glaça davantage. Djenaba avait déjà sorti un pagne propre, posé sur une chaise comme une décision irrévocable. Bakary comptait des billets froissés sur la table basse, les lèvres serrées. Personne ne demanda à Aïssatou si elle avait bien dormi. « On ne va pas tourner autour du pot, dit Djenaba. Le mariage aura lieu samedi, devant témoins. C'est mieux pour tout le monde. » Aïssatou sentit ses jambes faiblir. « Samedi, répéta-t-elle. Mais je n'ai rien accepté. » Bakary leva enfin les yeux vers elle, irrité. « Tu parles trop, tu oublies ta place. » La phrase claqua comme une gifle. Sa place. Aïssatou la connaissait trop bien là où l'on obéit, là où l'on remercie même quand on souffre. Djenaba s'approcha, baissant la voix, comme si elle faisait preuve de compassion. « Écoute-moi bien. Ce n'est pas un vrai mariage au fond, c'est une formalité. On règle la dette et chacun continue sa vie. Toi, tu auras un toit ailleurs, nous on garde la maison. » Aïssatou comprit alors. Elle n'était pas une nièce. Elle était une monnaie d'échange. « Et lui, murmura-t-elle. Kofi. » Il sait, Djenaba eut un sourire sans chaleur. Il sait qu'il y gagne aussi. Une femme même pauvre, c'est toujours mieux que la rue. Aïssatou sortit sans répondre. Elle marcha longtemps sans sentir la chaleur ni la poussière.
Ses pas la menèrent presque malgré elle vers le marché. Kofi était assise à sa place habituelle. Quand il la vit approcher, il se leva lentement. Elle remarqua ses gestes mesurés comme s'il ne voulait jamais déranger l'espace des autres. « Ils ont décidé, dit-elle sans préambule. Samedi. Il ne parut pas surpris, seulement grave. « Et toi » demanda-t-il encore. Elle serra les poings. « Je ne sais plus ce que je veux. Je sais seulement ce que je refuse. Mais personne n'écoute. » Il resta silencieux, regardant les passants, le va-et-vient des vies qui semblaient continuer normalement. « Il te force, dit-il enfin. Et il pense que je suis assez faible pour accepter n'importe quoi. » Elle hocha la tête honteuse sans savoir pourquoi. « Si tu dis non, ils trouveront quelqu'un d'autre. Ou ils me jetteront dehors. » Kofi inspira profondément. « Viens, dit-il simplement. » Ils marchèrent jusqu'à un coin plus calme derrière un entrepôt abandonné. Là, pour la première fois, Kofi parla d'une voix plus ferme. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, Aïssatou. Mais je te promets une chose, je ne serai jamais ton bourreau. » Elle le regarda bouleversée par cette promesse modeste mais immense. « Pourquoi ferais-tu ça » demanda-t-elle. « Tu pourrais partir, disparaître. » Il esquissa un sourire triste. « Parce que j'ai vu trop de gens utiliser la misère des autres pour se sauver eux-mêmes, et parce que je te respecte. » Ce mot résonna en elle comme une langue étrangère. Le samedi arriva trop vite. Dans la cour, quelques voisins étaient là attirés plus par la curiosité que par la bienveillance. Monsieur Sori ne s'était pas déplacé, mais son ombre planait sur chaque geste. Un parent éloigné jouait le rôle de témoin, récitant les formules sans conviction. Aïssatou avait l'impression de flotter hors de son corps. Elle voyait ses mains trembler, entendait sa propre respiration trop rapide. Quand on lui demanda si elle acceptait le silence, s'étira dangereusement. Elle pensa à la rue, à la fatigue, à la honte quotidienne. « Oui », dit-elle enfin, d'une voix presque inaudible. Personne ne remarqua la larme qui glissa sur sa joue. Après la cérémonie, tout se termina aussi vite que cela avait commencé. Pas de fête, pas de repas. Djennaba évita son regard. Bakari compta de nouveau l'argent soulagé. Kofi attendit qu'Aïssatou soit prête. « On peut partir quand tu veux, dit-il. » Ils quittèrent la cour sans se retourner. Personne ne les retint. La chambre qu'ils trouvèrent près de la gare était petite mais propre. Une fenêtre donnait sur la rue. Aïssatou s'assit sur le lit épuisé. « Tu peux dormir ici, dit-elle maladroitement. Je prendrai le sol. » Kofi secoua la tête. « On fera comme tu veux. Rien ne presse. » La nuit tomba lentement. Dehors, les klaxons résonnaient. Aïssatou resta éveillée longtemps écoutant la respiration calme de cet homme qu'on lui avait imposé. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Elle savait seulement une chose pour la première fois depuis longtemps, personne ne lui avait demandé de s'effacer complètement. Et cette pensée fragile mais tenace lui permit enfin de fermer les yeux. La première nuit dans la chambre près de la gare ne fut ni paisible ni agitée. Elle fut suspendue comme si le temps avait décidé d'observer Aïssatou sans la toucher. Les bruits de la rue entraient par la fenêtre, entr'ouvertes, moteurs fatigués, rires ivres, appels lointains. Elle restait immobile sur le matelas, les yeux ouverts dans l'obscurité attentive, à la présence de Kofi de l'autre côté de la pièce. Il n'avait pas tenté de s'approcher. Il s'était assis contre le mur, le dos droit comme un gardien discret. Cette retenue la rassurait autant qu'elle la déroutait. Elle s'était mariée par contrainte, mais elle n'avait jamais imaginé que le danger le plus immédiat serait le silence. À l'aube, Aïssatou se leva avant lui par habitude. Elle sortit acheter de l'eau et un peu de pain. En revenant, elle trouva Kofi déjà debout, laver le regard clair malgré la nuit courte. « Tu n'étais pas obligé, dit-il en voyant le sac. »
Je sais, répondit-elle. Mais j'en ai l'habitude. Ils mangèrent sans se presser. Chaque geste semblait demander l'accord de l'autre. Deux étrangers, liés par un mot trop grand marié. La journée passa à chercher de quoi survivre. Aïssatou trouva un travail ponctuel de lessive chez une femme du quartier. Kofi partit de son côté, promettant de rentrer avant la tombée de la nuit. Elle n'osa pas lui demander où il allait. Elle craignait de poser la mauvaise question. Sur le chemin du retour, les regards pesaient. Certains reconnaissaient Aïssatou, la nièce silencieuse de Djennaba. D'autres murmuraient déjà. C'est elle, celle qui a épousé le mendiant. Chaque chuchotement lui brûlait la peau. Le soir, Kofi revint avec un sac de légumes et un peu de riz. Pas beaucoup, mais assez. Un homme du quartier m'a proposé un travail demain, dit-il. Rien de sûr. Elle hocha la tête reconnaissante, sans savoir comment le dire. Les jours suivants s'installèrent dans une routine fragile. Aïssatou travaillait quand elle trouvait Kofi aussi. Ils parlaient peu, mais leur silence n'était plus hostile. Parfois, Aïssatou surprenait Kofi à la regarder comme s'il voulait s'assurer qu'elle était réelle. Un après-midi, en revenant plus tôt que prévu, elle le trouva en train de nettoyer soigneusement ses chaussures. Ce détail la frappa. Peu de gens, dans leur situation, prenaient ce temps. « Tu fais toujours attention à ces choses, cela demanda-t-elle. Il leva les yeux surpris. « Oui. Les habitudes ne disparaissent pas si facilement. » Elle n'osa pas demander lesquelles. La première vraie épreuve arriva une semaine plus tard. Monsieur Sori apparut dans la ruelle accompagné de deux hommes. Sa présence semblait assombrir l'air lui-même. Aïssatou le reconnut aussitôt, la peur qu'il inspirait n'avait pas besoin de présentation. « Alors, c'est ici que tu te caches maintenant » lança-t-il un sourire cruel aux lèvres. Aïssatou sentit son cœur s'emballer. « Je n'ai rien fait, balbutia-t-elle. Tu as fait pire. Tu as cru que le mariage effaçait les dettes. » Kofi s'avança calmement, se plaçant légèrement devant elle. « Parlez-moi, dit-il. » Monsieur Sori éclata d'un rire bref. « Toi, un mendiant. Tu n'es même pas digne de m'adresser la parole. » Aïssatou s'attendait à une explosion. Mais Kofi resta étonnamment calme. « Ce que vous avez à dire, dites-le clairement, répondit-il. Le prêteur s'approcha menaçant. La dette n'est pas réglée. Et maintenant, elle vous concerne tous les deux. Il donna un délai. Court. Puis il repartit, laissant derrière lui une peur épaisse. Ce soir-là, Aïssatou ne put retenir ses larmes. « C'est de ma faute, » murmura-t-elle. « Si je n'étais pas là... » Kofi posa doucement une main sur la table, pas sur elle. Comme pour marquer une frontière respectueuse. « Ce n'est pas toi le problème, dit-il. C'est ceux qui croient que la peur leur donne des droits. » Elle le regarda surprise par la certitude de sa voix. « Tu n'as pas peur. » Il hésita. « J'ai appris à ne pas montrer ma peur à ceux qui s'en nourrissent. » La nuit suivante, Aïssatou se réveilla en entendant un murmure. Kofi était près de la fenêtre, un téléphone à la main. Elle n'entendit que quelques mots étouffés. « Pas maintenant. Elle ne doit pas être mêlée à ça. » Il se tut brusquement en la voyant. « Je suis désolé, » dit-il. « Je ne voulais pas te réveiller. » Elle hocha la tête, mais quelque chose venait de se fissurer. Il y avait une part de sa vie qu'elle ne connaissait pas. Une part qui semblait lourde. Le lendemain, au marché, une femme la reconnut et l'interpella à voix haute. « Alors, c'est toi qui as épousé l'homme sans rien. Tu crois qu'il te sauvera. » Les rires fusèrent. Aïssatou sentit la honte l'envahir, mais elle resta droite. « Il ne m'a jamais promis de me sauver, » répondit-elle, « seulement de me respecter. » Le silence qui suivit la surprit presque autant que les rires. Ce soir-là, en rentrant, elle trouva Kofi assis dans l'obscurité.
Il parle de toi au marché, dit-elle doucement. Je sais. Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, ou personne. Il leva les yeux vers elle. J'ai choisi de rester. Ces mots simples résonnèrent longtemps en elle. Aïssatou comprit alors que ce mariage imposé était devenu autre chose. Pas encore un refuge, pas encore un amour, mais un espace où pour la première fois, elle n'était ni invisible ni écrasée. Et pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistait. Quel prix faudrait-il payer pour ce calme fragile? La fin n'arrive jamais en criant. Elle s'installe doucement comme une invitée qu'on n'a pas osé refuser. Chez Aïssatou et Kofi, elle prenait la forme de repas sautés de portions partagées en silence, de cette fatigue qui colle aux os même quand on s'est reposé. Chaque matin, Aïssatou quittait la chambre avec un seau vide et revenait avec l'espoir d'un travail. Elle lavait du linge, nettoyait des sols, aidait dans une gargote quand on avait besoin de bras. Elle acceptait tout tant que le regard posé sur elle n'était pas trop lourd. Elle avait appris à reconnaître ceux qui respectaient la sueur et ceux qui la méprisaient. Kofi, lui, partait tôt et rentrait tard. Il disait peu où il allait, mais Aïssatou remarquait ce qu'il ne disait pas, jamais. Il ne rapportait d'argent sale, jamais il ne se vantait. Il revenait parfois avec un sac de riz, parfois avec rien. Et quand il n'avait rien, il trouvait toujours le moyen de transformer un rien en repas. Un soir, alors qu'il partageait une simple bouillie, Aïssatou osa poser une question qu'il a travaillée depuis des jours. « Pourquoi tu refuses certaines choses ?» demanda-t-elle. « On t'a proposé de l'argent. » Facile. Kofi leva les yeux pensifs. Parce que l'argent facile coûte toujours plus cher qu'on ne croit. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Trop bien. Le dimanche, ils allaient parfois à la petite église du quartier. Pas par obligation, mais parce que l'endroit offrait une pause. Là, personne ne leur demandait ce qu'ils possédaient. Les chants étaient simples, les bancs en bois usés, mais l'air semblait plus léger. C'est là qu'Aïssatou remarqua un détail troublant. À la sortie, un homme âgé soutenu par une canne s'approcha de Kofi. « Mon fils » murmura-t-il avant de se reprendre. « Pardon, monsieur. » Kofi répondit par un signe de tête respectueux, mais son corps se tendit imperceptiblement. « Que Dieu vous garde » ajouta l'homme comme s'il rectifiait une erreur. Aïssatou observa la scène sans rien dire. Elle sentit que ce n'était pas un hasard. Les menaces de M. Sori, elles ne s'estompaient pas. Un matin, un message fut glissé sous la porte, un papier froissé, quelques mots écrits à la hâte. Un rappel, un délai. Aïssatou sentit la panique revenir. « Ils ne nous laisseront pas tranquilles, dit-elle. Pas tant que l'argent ne sera pas payé. » Kofi resta silencieux. Puis il répondit « Alors il faudra les affronter autrement. » Elle le regarda surprise. « Comment, on n'a rien ?» Il esquissa un sourire. Bref, on a la vérité. Et parfois, c'est suffisant. Ce même jour, Aïssatou accompagna une voisine à l'hôpital public. La femme était faible, toussait beaucoup. Dans les couloirs surchargés, l'attente semblait interminable. Les infirmières couraient les familles, murmuraient l'odeur de désinfectant, se mêlait à celle de la fatigue humaine. Pendant qu'elles attendaient un médecin, passa près d'eux. En voyant Kofi qui était venu les rejoindre, il ralentit. « Excusez-moi, » dit-il. « Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que j'ai connu. » Kofi répondit calmement. « Beaucoup de gens se ressemblent. » Le médecin hésita puis sourit poliment avant de s'éloigner. Mais Aïssatou avait vu son regard. Un regard de reconnaissance contrariée. Sur le chemin du retour, elle ne put s'empêcher de demander « Tu étais souvent à l'hôpital avant Kofi prit le temps de répondre. » Autrefois, oui. Comme patient, comme visiteur. Elle sentit qu'il ne mentait pas. Mais il ne disait pas tout. La tension culmina un soir de pluie. Monsieur Sori revint plus agressif. Cette fois,
Il parla de porter plainte, d'accuser Kofi d'escroquerie, d'entraîner Aïssatou dans sa chute. « Vous croyez que personne ne vous voit, lança-t-il. Vous êtes faible. » Et les faibles finissaient écrasés. Aïssatou tremblait, mais Kofi resta droit. « Vous vous trompez d'époque, dit-il. Les gens finissent par répondre. » Monsieur Sori ricana. « Répondre avec quoi, votre dignité ?» Il partit en riant. Cette nuit-là, Aïssatou ne dormit presque pas. Elle pensa à sa vie, avant à la maison de Djennaba, à la solitude. Et elle réalisa quelque chose qui la surprit elle-même malgré la peur, elle ne regrettait pas d'être là. Au petit matin, elle trouva Kofi déjà levé, écrivant quelque chose sur un carnet usé. « Tu notes quoi ?» demanda-t-elle. « Des choses que je ne veux pas oublier, » répondit-il. Elle sourit faiblement. « Moi aussi, j'ai peur d'oublier qui je suis. » Il la regarda longuement. « Alors, on se rappellera l'un l'autre. » Ces mots simples, encore une fois, lui donnèrent du courage. Plus tard dans la journée, alors que Aïssatou revenait du marché, une infirmière l'arrêta près de l'entrée de l'hôpital. « Mademoiselle, votre mari est-il de votre famille proche ?» demanda-t-elle. « Oui. Pourquoi rien? Juste une question de dossier. » Aïssatou sentit un frisson. Les dossiers, les questions, les regards. Le soir, en partageant un repas maigre, elle regarda Kofi autrement. Non plus comme un fardeau imposé, mais comme un homme entouré d'ombre qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ne savait pas ce qu'il cachait. Elle savait seulement ceci, malgré la faim, malgré la peur, il avait choisi de rester digne. Et dans un monde où tant de gens vendaient leur conscience pour survivre, cette dignité devenait leur plus grande richesse. Les jours suivants furent marqués par une étrange tension, comme si l'air lui-même devenait plus lourd à respirer. Aïssatou sentait que quelque chose approchait sans pouvoir lui donner de nom. Ce n'était pas seulement la peur de M. Sori, ni la fatigue accumulée. C'était cette sensation diffuse que les fondations de sa vie déjà fragile commençaient à trembler. Un matin, en revenant du marché, elle trouva la porte de la chambre entr'ouverte. Son cœur se serra aussitôt. Elle entra prudemment. Rien ne semblait déplacé. Le sac de riz était toujours là. Le petit carnet de Kofi aussi. Pourtant, elle ressentait une intrusion invisible. « Kofi » appela-t-elle. Il sortit de la petite cour derrière la maison. « Je suis là. » Elle hésita, puis avoua « J'ai eu peur. » J'ai cru que quelqu'un était entré. Il la regarda attentivement, comme s'il mesurait chaque mot. « Tu n'es pas la seule à sentir ça, dit-il. Nous devons être prudents. » Cette prudence, Aïssatou la connaissait trop bien. Elle l'avait apprise dans la maison de Djennaba quand il fallait anticiper les colères, deviner les humeurs. Mais ici, c'était différent. Ici, la menace semblait venir de l'extérieur, et aussi du passé. Ce passé se rappela à elle de manière brutale lorsque Djennaba se présenta un après-midi sans prévenir. Elle n'était plus arrogante comme avant. Elle était nerveuse, presque fébrile. « Aïssatou, commença-t-elle, tu dois nous aider. » Ces mots firent naître un rire amer dans la gorge de la jeune femme. « Aider » répéta-t-elle. « Après tout ce que vous m'avez fait » Djennaba baissa les yeux un instant, puis releva la tête. « Bakari est en danger. Monsieur Sori ne plaisante plus. Il parle de prison maintenant. » Aïssatou sentit une colère sourde monter en elle. « Et moi ?» Quand j'étais en danger qui m'a aidé, le silence de Djennaba fut une réponse suffisante. « Tu as épousé cet homme, continua-t-elle. Il doit bien avoir quelque chose. Même un mendiant cache toujours quelque chose. » Aïssatou sentit le dégoût l'envahir. « Sortez d'ici, dit-elle d'une voix ferme. Vous n'avez plus aucun droit sur ma vie. » Djennaba la regarda surprise par cette résistance nouvelle. Puis son regard glissa vers Kofi, resté silencieux près du mur. « Fais attention, » murmura-t-elle avant de partir. « Les secrets finissent toujours par coûter cher.
Ces mots résonnèrent sans longtemps après son départ. Le soir, Aïssatou raconta tout à Kofi. Il l'écouta sans l'interrompre, le visage fermé. « Ils veulent encore utiliser ta peur, dit-il finalement. Et ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent, y compris toi, ajouta-t-elle doucement. Il hocha la tête, surtout moi. Ce fut la première fois qu'il l'admit aussi clairement. Cette nuit-là, Aïssatou fit un rêve troublant. Elle se voyait enfant debout devant une grande porte fermée. Derrière des voix parlaient d'elle comme d'un objet à protéger. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant. Au petit matin, elle décida d'aller au centre administratif pour demander une copie complète de son dossier d'état civil. La démarche lui faisait peur, mais elle sentait qu'elle ne pouvait plus reculer. La salle d'attente était bondée. Des femmes tenaient des bébés fatigués, des hommes serraient des dossiers contre leur poitrine. Quand ce fut son tour, l'employé parcourut les papiers, fronça les sourcils. « Votre dossier est incomplet, dit-elle. Il manque des pièces anciennes. Incomplète, comment demanda Aïssatou. Certaines pages ont été retirées. Officiellement, vous êtes enregistré, mais sans origine claire. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Et je peux les récupérer. » L'employé hésita, peut-être. Mais cela demandera du temps et des autorisations. En sortant, Aïssatou se sentit à la fois plus légère et plus perdue. Elle n'était pas folle. Il y avait bien un trou dans son histoire. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'hôpital. Sans vraiment réfléchir, elle entra. Elle demanda à voir la vieille infirmière qui l'avait interpellée l'autre jour. Après une longue attente, celle-ci apparut. « Je me demandais quand tu reviendrais, » dit-elle doucement. « Vous savez quelque chose sur moi, n'est-ce pas » demanda Aïssatou sans détour. L'infirmière soupira. « Je sais que certains enfants ne sont pas perdus par hasard, et que des noms disparaissent parfois pour les protéger. » Me protéger de quoi? L'infirmière regarda autour d'elle avant de répondre. De gens puissants et de vérités dangereuses. En rentrant, Aïssatou trouva Kofi assis pensif. « J'ai l'impression que toute ma vie est un mensonge, dit-elle. Même mon nom. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Ton nom t'appartient, dit-il. Peu importe ce qu'ils ont écrit ou effacé. » Elle s'assit près de lui. « Et toi, qui es-tu vraiment, Kofi ?» Il inspira lentement. Quelqu'un qui a fui avant d'être détruit, et qui est revenu pour réparer ce qu'il peut. Elle sentit que la vérité était proche mais pas encore accessible. Ce soir-là, un bruit de moteur s'arrêta devant la maison. Des voix parlèrent bas. Aïssatou retint son souffle. Kofi se leva calmement, regarda par la fenêtre. « Ils testent nos limites, » murmura-t-il. « Et si ça empire ?» Il se tourna vers elle. « Alors, il faudra choisir entre se cacher et se révéler. » Aïssatou comprit que ce choix ne concernerait pas seulement Kofi. Il la concernait aussi. Son passé, son identité, sa dignité. Elle se coucha avec une certitude nouvelle, quoi qu'il arrive, elle ne voulait plus être spectatrice de sa propre vie. Même si la vérité devait tout bouleverser. Le piège se referma un matin banal, trop banal pour annoncer la tempête. Aïssatou revenait du puits avec son seau quand elle aperçut au bout de la ruelle 2 silhouettes qu'elle reconnut aussitôt. Le pas lourd de M. Sori, l'assurance brutale de ceux qui n'ont jamais eu à demander pardon. Son cœur s'emballa. Elle posa le seau sans bruit et entra précipitamment. « Kofi » murmura-t-elle. « Ils sont là. » Il n'eut pas besoin de demander qui. Il ferma doucement le carnet qu'il écrivait, le glissa dans sa poche, puis la regarda avec une calme détermination. « Reste derrière moi, » dit-il. La porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait pu l'atteindre. Monsieur Sori entra sans saluer, suivi de 2 hommes au regard vide. L'un d'eux tenait un téléphone déjà prêt à filmer. «
Voilà donc notre grand couple, lança Sori avec un sourire carnassier. Vous pensiez vraiment que j'allais oublier Aïssatou, sentit ses jambes trembler, mais elle resta debout. Vous n'avez rien à faire ici, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. Oh, au contraire, j'ai beaucoup à faire ici, surtout avec lui. Il pointa Kofi du doigt. J'ai des témoignages, des gens qui disent que tu as pris de l'argent, que tu as promis des retours. Une belle petite escroquerie, hein, Kofi, ne broncha pas. Montrez-les à la police, répondit-il calmement. Le sourire de Sori s'élargit. C'est exactement ce que je compte faire. Il fit un signe. L'homme au téléphone commença à filmer. Dis bonjour, dit Sori. Dis-leur que tu es un mendiant voleur. Aïssatou sentit une colère brûlante remplacer la peur. Arrêtez, cria-t-elle. Vous mentez. Et qui va te croire, toi? Une orpheline sans nom, ricana Sori. Kofi posa doucement une main devant Aïssatou, comme pour lui demander de reculer. Puis il fit quelque chose d'inattendu, il sortit son propre téléphone. Si vous filmez, dit-il alors moi aussi. Sori hésita une fraction de seconde. Tu menaces Tiskila à personne? Je documente. Le mot sembla troubler l'air. Kofi appuya sur un bouton. Sa voix posée se mit à enregistrer. Monsieur Sori, prêteur non agréé en train d'intimider des citoyens dans leur domicile. Avec menaces et diffamation. Sori éclata de rire. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un qui n'a plus peur. La situation bascula. Les hommes de Sori se regardèrent incertains. Aïssatou sentait que quelque chose se jouait, mais elle ignorait encore quoi. Sori reprit contenance. Très bien. On va régler ça ailleurs. Il fit signe à ses hommes. On l'emmène. Ils s'approchèrent de Kofi. Aïssatou s'interposa. Non, vous ne l'emporterez pas. Sori la repoussa brutalement. Elle tomba contre la table, son bras heurta le bois. La douleur la traversa vive, mais elle se releva aussitôt. Vous voyez, dit Sori à la caméra. Violence domestique, résistance. Tout est là. À cet instant précis, des voix s'élevèrent au dehors. Des voisins, attirés par le bruit, par les cris. Les portes s'entr'ouvrirent. Les regards se fixèrent sur la scène. Kofi profita de cette hésitation. « Appelez la police », dit-il à haute voix. « Maintenant. » Un murmure parcourut la ruelle. Quelqu'un sortit un téléphone. Sori jura à voix basse. « On se reverra », lâcha-t-il en reculant. « Et tu regretteras d'avoir ouvert la bouche. » Ils partirent aussi vite qu'ils étaient vous. Le silence qui suivit fut lourd. Aïssatou tremblait de la tête aux pieds. Kofi s'approcha d'elle inquiet. « Tu es blessé? Non. Juste secoué. » Il l'aida à s'asseoir. Les voisins se dispersèrent, laissant derrière eux des regards pleins de questions. Ce soir-là, Aïssatou ne parvenait pas à se calmer. La peur revenait par vagues. « Ils reviendront, dit-elle. Et la prochaine fois, ce sera pire. » Kofi resta silencieux un moment, puis il prit une décision qu'elle sentit avant même qu'il ne parle. « Il est temps, dit-il. »« Je ne peux plus te mettre en danger en restant dans l'ombre. » Elle leva les yeux vers lui. « Tant de quoi ?» Il hésita, puis sortit son téléphone. Il chercha un contact, s'arrêta au repris. D'appeler quelqu'un que je n'aurais jamais voulu rappeler. Qui? Il la regarda droit dans les yeux. Quelqu'un qui peut arrêter M. Sori. Mais qui ouvrira aussi une porte que je gardais fermée? Elle sentit son cœur s'accélérer. Et si cette porte nous écrase, alors on se tiendra debout. Il appuya sur le bouton. Le téléphone sonna une fois, deux fois. « Allô ?» dit une voix grave à l'autre bout. Kofi inspira profondément. C'était moi. Un silence. Puis on te croyait disparu. J'ai besoin d'aide, dit Kofi. Et cette fois, je ne fuirai pas. Aïssatou observait son visage.
Elle n'avait jamais vu cette expression, ni peur, ni colère. Une résolution nue. « D'accord, » répondit la voix. « Dis-moi, où tu es ?» Kofi raccrocha lentement. « Qui était-ce » demanda Aïssatou. « Quelqu'un de mon ancien monde. » Elle sentit un frisson. « Et moi, dans ce monde-là, je suis quoi ?» Il s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. « Tu es la raison pour laquelle je vais enfin affronter ce que j'ai fui. » Ces mots la touchèrent plus qu'une promesse. La nuit tomba sur la ruelle. Aïssatou savait que rien ne serait plus simple désormais. Mais pour la première fois, la peur n'était plus seule. Elle était accompagnée d'une force nouvelle, la vérité qui commençait à se lever. Et elle comprit que le piège de M. Sori venait peut-être sans le vouloir de déclencher quelque chose de bien plus grand. La visite arriva plus vite qu'Aïssatou ne l'aurait cru. Le lendemain même, en fin de matinée, un véhicule discret s'arrêta au bout de la ruelle. Pas de sirène, pas d'hommes armés. Juste une berline sombre propre, presque trop élégante pour ce quartier poussiéreux. Aïssatou l'observait depuis la fenêtre entr'ouverte, le cœur battant. Kofi se tenait derrière elle, silencieux. « Qui que ce soit, » murmura-t-elle, « ils ne sont pas d'ici. »« Non, » répondit-il. « Et c'est voulu. » La portière s'ouvrit. Un homme en sortit, costume clair, chaussures impeccables. Il marcha d'un pas mesuré, comme s'il connaissait déjà le chemin. Arrivé devant la porte, il s'arrêta, inspira, puis frappa. 3 coups nets. Kofi alla ouvrir. Monsieur dit, l'homme en s'inclinant légèrement. « Je suis maître Mondiaye. » Le nom ne disait rien à Aïssatou, mais la manière dont Kofi se raidit. « Entrez, » répondit-il après un bref silence. À l'intérieur, maître Mondiaye regarda autour de lui sans jugement apparent. La petite chambre, la table bancale, les chaises dépareillées. Il hocha la tête comme s'il validait quelque chose d'invisible. « Je vous remercie de m'avoir appelé, » dit-il en s'asseyant. « Les circonstances sont, délicates. » Aïssatou resta debout mal à l'aise. « Vous êtes avocat ?» demanda-t-elle. « Oui, mademoiselle. » « Et conseiller juridique pour certaines structures. » Elle sentit que la phrase cachait plus qu'elle ne disait. Kofi prit la parole. « Monsieur Sori nous menace. Il fabrique des accusations. Maître Ndiaye sortit un dossier mince de sa sacoche. Nous le savons. Il n'en est pas à sa première manœuvre. » Aïssatou fronça les sourcils. « Vous le connaissez. Disons qu'il est connu de nos services. » Ce nous la troubla. Maître Ndiaye poursuivit. « Les plaintes qu'il évoque ne tiendront pas. Ses prêts ne sont pas déclarés. Ses méthodes non plus. En revanche, s'il sent que la situation lui échappe, il peut devenir imprévisible. Il l'est déjà, » murmura Aïssatou. L'avocat la regarda attentivement. « Vous êtes courageuse. » Ce simple mot la désarma presque. « Que comptez-vous faire » demanda Kofi. « D'abord sécuriser, ensuite préparer le terrain légal. Mais il y a une condition. » Le silence se fit plus dense. Laquelle demanda Aïssatou. Maître Ndiaye se tourna vers Kofi. « Que vous cessiez de jouer à l'homme invisible. » Aïssatou sentit son souffle se bloquer. « Je ne comprends pas, » dit-elle. Kofi détourna les yeux. « Cela signifie que certaines protections ne peuvent fonctionner que si je sors de l'ombre, » répondit-il lentement. « Sortir comment » insista-t-elle. Maître Ndiaye intervint prudent. « Pas aujourd'hui. Pas brutalement. Mais il faudra accepter que certaines personnes sachent qui vous êtes, au moins partiellement. » Aïssatou se sentit trahie sans pouvoir expliquer pourquoi. Donc, tout ça, cette vie, cette pauvreté, c'était un choix. Kofi la regarda blessée. Un refuge, corrigea-t-il. Pas un jeu. Elle inspira profondément. Elle voulait crier et poser 1000 questions, mais elle sentit aussi la sincérité dans sa voix. « Et moi, demanda-t-elle, suis-je aussi un refuge ?»
Le silence fut lourd. « Tu es la vérité que je n'avais pas prévue, répondit Kofi. Maître Ndiaye se leva. Je vous laisse réfléchir. Mais sachez ceci, monsieur Sori est déjà affolé. Quand un prédateur sent que la proie lui échappe, il mord plus fort. Après son départ, la chambre sembla plus petite encore. Aïssatou s'assit lentement. Dis-moi au moins une chose, Kofi. Tout ce que tu as fait avec moi. Était-ce réel? Il s'agenouilla devant elle, comme il l'avait fait la veille. Chaque jour, chaque peur, chaque respect, rien de cela n'était calculé. Elle le regarda longuement. Elle voulait le croire, et une part d'elle le croyait déjà. Les jours suivants furent étranges. Des appels arrivaient parfois que Kofi prenait à l'écart. Des hommes passaient discrètement dans le quartier, observant sans se montrer. Aïssatou sentait que leur vie se déplaçait lentement vers un autre monde sans qu'elle y soit préparée. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché, un enfant l'arrêta. « Madame, dit-il timidement, un homme vous cherche à l'hôpital. » Son cœur s'accéléra. Elle s'y rendit aussitôt. Dans un couloir, la vieille infirmière l'attendait. « Tu es en danger, » murmura-t-elle. « Pas seulement à cause de ton mari. » À cause de quoi alors l'infirmière hésita? À cause de ton nom? Ou plutôt, de celui qu'on t'a pris. Aïssatou sentit le sol vaciller sous ses pieds. Qui était ma mère? Demanda-t-elle. Une femme qui n'avait pas le droit de te garder. Ces mots la hantèrent sur le chemin du retour. Ce soir-là, Aïssatou parla longtemps avec Kofi, de la peur, du mensonge, de la dignité. Je ne veux pas être protégée comme un objet, dit-elle. Je veux comprendre. Alors je te dirai ce que je peux, promit-il. Mais laisse-moi encore un peu de temps. Elle accepta. Non par soumission, mais parce qu'elle sentait que la vérité, quand elle viendrait, serait trop lourde pour être jetée sans précaution. Dans l'obscurité, Aïssatou réalisa que son mariage forcé l'avait menée au seuil d'un monde invisible, un monde de pouvoirs, de secrets, de blessures anciennes. Et elle comprit que pour la première fois, ce n'était pas seulement Kofi qui devait choisir entre se cacher et se révéler. C'était elle aussi. Les rumeurs voyagent plus vite que la vérité. Aïssatou l'apprit à ses dépens lorsque le marché autrefois indifférent se transforma en tribunal à ciel ouvert. Les regards la suivaient, les chuchotements se faisaient plus audibles, moins gênés. La voilà, celle qui a épousé le faux pauvre. Tu sais qu'il paraît qu'il cache quelque chose. Elle marchait droite, mais chaque pas demandait un effort immense. Le panier qu'elle portait lui semblait plus lourd que d'habitude, comme si la honte elle-même avait décidé d'y prendre place. Au travail, la femme qui l'employait pour la lessive l'attendait les bras croisés. « Aïssatou, dit-elle sans détour, je ne peux plus te garder. » Pourquoi, demanda-t-elle même, si elle connaissait déjà la réponse. Les gens parlent. Ils disent que ton mari est mêlé à des histoires sales. Je ne veux pas de problèmes ici. Aïssatou baissa les yeux, encaissant le coup, sans protester. Elle ramassa ses affaires et partit la gorge serrée. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta un instant près de l'église. Elle entra, s'assit sur un banc vide. Le silence lui permit de respirer. « Pourquoi est-ce toujours nous qui payons ?» murmura-t-elle. Elle ne savait pas si elle parlait à Dieu, à elle-même ou à l'absence. Chez eux, Kofi l'attendait. Il vit aussitôt son visage fermé. « Qu'est-ce qui s'est... Coco » Pas... Elle lui raconta tout sans colère, comme si elle décrivait une réalité inévitable. « Ils te visent à travers moi, dit-elle. Et moi, je n'ai aucune protection. » Il serra les mâchoires. « Je ne voulais pas que ça t'atteigne ainsi, mais c'est déjà fait. » Un silence lourd s'installa. « Peut-être que je devrais partir quelque temps, proposa-t-elle soudain, pour te laisser régler ça seule. » Il la regarda surpris. « Partir où, n'importe où ?»
tant que je ne suis plus un poids. Ces mots semblèrent le blesser profondément. Ne dis jamais ça, dit-il avec fermeté. Tu n'es pas un poids. Tu es ce qui me tient ici. Elle détourna le regard ému. Ce soir-là, ils partagèrent un repas frugal. Puis Kofi sortit son téléphone. Il hésita longtemps avant de parler. « J'ai parlé à Maître Ndiaye, dit-il enfin. Il pense que la situation va s'aggraver avant de s'améliorer. » Comme toujours, murmura Aïssatou. Il m'a conseillé de préparer une apparition publique. Son cœur se serra. Public comment? Une réunion, un lieu officiel, où certaines personnes devront me reconnaître. Et moi? Demanda-t-elle. Il hésita. Je préférerais que tu n'y sois pas. Elle se redressa aussitôt. Pourquoi tu as honte de moi? Non. Parce que ce monde est si cruel, et qu'il te dévorera si tu n'y es pas préparé. Elle le fixa longuement. Kofi, ce monde me dévore déjà. Il ne sut quoi répondre. Le lendemain, Aïssatou reçut un message inattendu. La vieille infirmière voulait la voir de toute urgence. Elle se rendit à l'hôpital le cœur battant. Dans un petit bureau, l'infirmière ferma la porte. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle en sortant une enveloppe jaunie. Aïssatou sentit ses mains trembler en la prenant. C'est un registre ancien. Il parle d'un bébé confié à l'église sous pression. La mère n'a pas pu signer. « C'était moi », murmura Aïssatou. « Oui. » Et le nom de la mère a été effacé. Pourquoi? Parce qu'il appartenait à une famille trop puissante pour être mêlé à un scandale. Ces mots frappèrent Aïssatou de plein fouet. Puissante, comment l'infirmière hésita, économiquement, politiquement aussi. En sortant de l'hôpital, Aïssatou sentit sa tête tourner. Elle marchait sans voir portée par une vérité trop grande. Ce soir-là, elle confronta Kofi. « Tu savais ?» dit-elle sans préambule. « Tu savais que je n'étais pas n'importe qui ?» Il resta figé. « Pas exactement. Mais je me doutais que ton histoire n'était pas simple. Alors dis-moi tout, maintenant. » Il ferma les yeux un instant, puis parla. « Le monde que j'ai fui est fait de familles qui se protègent, qui effacent les traces. Ton histoire ressemble à celle que j'ai vue et combattue. » Combattue, comment il la regarda droit dans les yeux, en refusant d'en faire partie. Elle sentit une vague d'émotions contradictoires, admiration, colère-peur. « Et moi, dans tout ça ?» demanda-t-elle. « Suis-je une erreur qu'on a voulu cacher ?» ?»« Non, dit-il avec force. Tu es la preuve que leurs systèmes ne sont pas infaillibles. Cette nuit-là, Aïssatou ne dormit pas. Elle repensait à son enfance, à la maison de Djennaba, à chaque humiliation. Et elle comprit quelque chose d'essentiel, ce n'était pas seulement Kofi qui avait fui le pouvoir. Elle aussi, sans le savoir, en avait été arrachée. Le lendemain matin, elle prit une décision. « Je viens à ta réunion, dit-elle à Kofi. »« Aïssatou ?»« Non. Je ne veux plus être tenue à l'écart. Si ton monde est dangereux, le mien l'a toujours été. » Il la regarda longtemps, puis hocha la tête. « Alors on y ira ensemble. » Aïssatou sentit une peur profonde, mais aussi une détermination nouvelle. Elle ne savait pas ce qui les attendait de l'autre côté de cette porte. Mais elle savait une chose, elle ne voulait plus se cacher. Et pour la première fois, elle était prête à regarder le monde qui l'avait rejeté droit dans les yeux. Le jour de la réunion arriva avec une lenteur presque cruelle. Aïssatou se leva avant l'aube comme toujours, mais cette fois le silence du matin ne la calma pas. Il pesait sur sa poitrine. Elle se lava soigneusement, choisit le pagne le plus sobre qu'elle possédait, celui qui ne criait ni pauvreté ni prétention. Devant le petit miroir fendu, elle se regarda longtemps. Elle ne cherchait pas à se convaincre d'être forte. Elle cherchait seulement à rester entière. Kofi l'observait sans parler. Il avait enfilé une chemise propre repassée avec une minutie inhabituelle,
Ses gestes étaient précis, presque cérémonieux. « Si à un moment tu veux partir, dit-il, enfin on partira. »« Non, répondit-elle calmement. Aujourd'hui, je reste. » Ils prirent un taxi collectif jusqu'au centre-ville. À mesure qu'il s'approchait des immeubles modernes, Aïssatou sentait son corps se raidir. Le contraste était brutal, vitrines brillantes, trottoirs propres, gardiens en uniforme. Un autre monde, celui qu'elle avait toujours contourné sans y entrer. Le bâtiment où ils s'arrêtèrent était vaste tout en verre et en ligne droite. À l'entrée, un agent de sécurité leva la main pour les arrêter. Son regard glissa sur les vêtements d'Aïssatou, s'attarda un instant de trop. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-il sèchement. Kofi sortit son téléphone, montra un message. Le ton de l'agent changea aussitôt. « Veuillez m'excuser. Suivez-moi. » Aïssatou sentit un frisson. Ce simple changement d'attitude disait beaucoup. À l'intérieur, l'air était frais, presque froid. Les pas résonnaient sur le sol brillant. Des employés passaient sans les regarder, trop occupés, trop pressés. Elle se sentit minuscule. Dans une salle d'attente élégante, Maître Ndiaye les attendait. Il se leva, salua Kofi avec respect, puis se tourna vers Aïssatou. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, même si son cœur battait à tout rompre. « La réunion est informelle, » expliqua-t-il, « mais les personnes présentes ont l'habitude de décider du sort des autres. » Ces mots ne la rassurèrent pas. Ils entrèrent dans une grande salle aux murs clairs. Autour de la table, plusieurs hommes et femmes étaient déjà assis. Des regards se levèrent quand surpris, certains agacés. Aïssatou sentit le poids de ses yeux sur elle, comme un jugement silencieux. « Qui est-elle » murmura une femme élégante à sa voisine, sans chercher à baisser la voix. Kofi s'arrêta au centre de la pièce. « Bonjour, dit-il d'une voix posée. » Un silence étrange s'installa. Puis un homme âgé se redressa brusquement. « C'est impossible, » souffla-t-il. Aïssatou sentit la tension monter. Elle regardait les visages, cherchait à comprendre ce qui se jouait. Elle voyait la surprise, parfois la crainte. Elle comprenait qu'elle assistait à quelque chose de plus grand qu'elle. « Tu étais censé être parti, dit un autre d'un ton dur. »« Je suis parti, répondit Kofi, et je suis revenu. » Les murmures se multiplièrent. Maître Ndiaye resta en retrait observant. Aïssatou comprit alors que ce moment Kofi l'avait préparé depuis longtemps, mais elle comprit aussi qu'il lui avait épargné le plus dur. La femme élégante se leva à son tour. Son regard se posa sur Aïssatou avec une froideur calculée. Et elle demanda-t-elle. Pourquoi est-elle ici Aïssatou sentit une colère sourde monter. Avant que Kofi ne réponde, elle prit la parole d'une voix tremblante mais claire. « Je suis son épouse. » Un silence choqué suivit. Certains échangèrent des regards. Des regards incrédules. La femme esquissa un sourire méprisant. « Une épouse. Vous plaisantez. » Aïssatou sentit ses joues brûler, mais elle ne baissa pas les yeux. « Je ne plaisante pas, dit-elle. Et je suis ici parce que ce qui se décide ici nous concerne aussi. » Un homme ricana. « Tu crois vraiment que cette réunion est faite pour des gens comme toi ?» Ces mots lui transpercèrent le cœur. Mais elle se souvint de toutes les humiliations traversées de la fin de la solitude. « Toute ma vie, répondit-elle lentement, on m'a dit que certains lieux n'étaient pas faits pour moi. Pourtant, je suis toujours là. » Un silence lourd suivit. Même ceux qui riaient se turent. Kofi la regarda avec une fierté qu'il ne chercha pas à cacher. « C'est précisément pour cela qu'elle est ici, dit-il. Parce qu'elle connaît le prix du mépris. » La réunion continua dans une tension palpable. Des mots comme participation, conseil, responsabilité flottaient dans l'air.
Aïssatou n'en comprenait pas tous les détails, mais elle comprenait l'essentiel qu'Ofi avait autrefois fait partie de ce monde, et son absence avait laissé des blessures ouvertes. À la fin, un homme se pencha vers Kofi. « Tu peux encore tout récupérer, dit-il, à condition de laisser certaines choses derrière toi. » Son regard glissa vers Aïssatou. Le cœur de celle-ci se serra. Kofi répondit sans hésiter. Certaines choses ne sont pas négociables. Ils quittèrent la salle sans se retourner. Dans l'ascenseur, Aïssatou sentit ses jambes fléchir. Kofi posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as été courageuse, dit-il. »« J'avais peur, répondit-elle. Mais j'ai compris une chose. Laquelle, peu importe l'argent ou le pouvoir. Le mépris est le même partout. » Il hocha la tête grave. En sortant du bâtiment, Aïssatou inspira profondément l'air chaud de la rue. Elle se sentait vidée, mais plus libre. Elle ne savait pas encore quelles conséquences cette réunion aurait. Mais une certitude s'imposait, elle venait de franchir une frontière invisible, et elle n'était plus prête à reculer. La nuit qui suivit la réunion fut longue et sans repos. Aïssatou dormit par fragments réveillés par des images qui se mélangeaient, les visages froids autour de la table, les mots qu'elle n'avait pas compris mais ressentis, et surtout ce regard posé sur elle comme sur une anomalie. À l'aube, elle se leva avec une fatigue différente, plus intérieure, comme si quelque chose avait changé dans la manière même dont elle se voyait. Kofi était déjà debout. Il préparait du thé lentement, avec cette précision qui lui servait souvent d'armure. « Tu regrettes d'être venue » demanda-t-il sans la regarder. Elle secoua la tête. « Non. Mais je comprends mieux pourquoi tu avais peur de m'y emmener. » Il posa la tasse devant elle. « Ce monde n'oublie jamais. Il note tout. Les absences, les retours et les faiblesses. »« Et moi je suis une faiblesse » demanda-t-elle doucement. Il leva enfin les yeux vers elle. « Tu es ce qu'ils ne contrôlent pas. C'est pire pour eux. » Ces mots ne la rassurèrent qu'à moitié. Les jours suivants confirmèrent en ses craintes. Les appels se multiplièrent. Maître Ndiaye passait parfois sans prévenir, apportant des nouvelles à demi-mot. Monsieur Sori, disait-il, avait disparu des radars. Ce silence inquiétait plus que ses menaces. Quand quelqu'un comme lui se tait, expliqua l'avocat, c'était qu'il cherche un angle. Aïssatou sentit la peur remonter, mais elle se força à rester calme. « Et moi » demanda-t-elle. « Suis-je aussi un angle, maître Ndiaye » la regarda longuement avant de répondre. « Vous êtes une inconnue devenue visible. C'est toujours dangereux. » Ce même jour, Aïssatou reçut un appel inattendu de la vieille infirmière. Sa voix était plus grave que d'habitude. « Il faut que tu viennes, » dit-elle. « Maintenant. » À l'hôpital, l'infirmière l'emmena dans une salle d'archives peu fréquentée. Elle sortit un carton poussiéreux, le posa sur la table. « J'ai pris un risque, avoua-t-elle. Mais je ne pouvais plus me taire. À l'intérieur, des registres anciens, des feuilles jaunies, des signatures effacées. Aïssatou parcourait les pages avec des mains tremblantes. « Regarde ici, » dit l'infirmière, en pointant une ligne presque illisible. Une naissance déclarée, puis modifiée. Le nom de la mère retiré. Celui du père jamais inscrit. Aïssatou sentit un vertige. Pourquoi garder ça? Parce que certains secrets ne meurent pas. Ils attendent. Et qui a demandé ça? Qui a ordonné qu'on m'efface? L'infirmière hésita puis répondit. Un homme lié à une grande entreprise. Une famille qui voulait éviter un scandale. Aïssatou comprit alors que son histoire n'était pas seulement celle d'une orpheline abandonnée. Elle était le résultat d'un choix froid stratégique. « Ma mère m'a-t-elle abandonnée » murmura-t-elle. « Non » dit l'infirmière avec douceur. « Elle a été forcée. » Sur le chemin du retour, Aïssatou marchait lentement. Chaque pas lui semblait irréel.
Elle se souvenait des mots de Djennaba « Tu n'es rien sans nous ». Et soudain, cette phrase prenait un sens nouveau. Ils avaient tous cru qu'elle ne valait rien, parce que quelqu'un avait décidé qu'elle devait disparaître. Chez eux, elle trouva Kofi assis inquiet. « Tu es pâle. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle posa les documents devant lui. « Voilà ce que je suis, dit-elle. Ou plutôt, ce qu'on a essayé d'effacer. » Il parcourut les pages silencieux. Son visage se durcit. « C'est plus grave que je ne le pensais, murmura-t-il. »« Tu savais ?» demanda-t-elle brusquement. « Je savais que ton passé était protégé. Pas qu'il était volé. » Ces mots la frappèrent. Alors, tout est lié, n'est-ce pas, ton monde? Mon histoire. Il hocha la tête lentement. Les mêmes familles, les mêmes réseaux, ceux qui contrôlent et ceux qui écrasent. Un silence lourd s'installa. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-elle. « La même chose que toujours affrontée. Mais cette fois, ils utilisent ton existence comme levier. Et moi, que dois-je faire ?» Il la regarda avec une intensité nouvelle. Choisir si tu veux rester dans l'ombre ou réclamer ton nom. Cette question la hantait depuis l'hôpital. Le lendemain, une lettre arriva sans expéditeur. À l'intérieur, une invitation discrète, entretien privé. Sujet votre avenir. Aïssatou sentit la menace sous le vernis poli. « Ils te cherchent, » dit Kofi. « Ils veulent te parler avant que tu comprennes trop. »« Ou avant que je parle, » répondit-elle. Elle passa la nuit à réfléchir. À sa mère, inconnue. À son enfance volée. À cette dignité qu'elle avait dû reconstruire seule. Au matin, elle prit une décision. « J'irai, » dit-elle à Kofi. « Mais pas seule. Et pas pour négocier mon silence. » Il la regarda partagée entre fierté et inquiétude. « Alors, il faudra être prête à perdre certaines protections. »« J'ai vécu sans protection toute ma vie, » répondit-elle. « Je peux encore tenir. » En quittant la chambre ce jour-là, Aïssatou savait que ce qu'elle allait affronter dépassait sa peur personnelle. C'était une bataille pour exister simplement dans un monde qui avait décidé trop tôt qu'elle ne devait pas. Et pour la première fois, elle se sentait prête à se battre pour son propre nom. Le lieu du rendez-vous n'était ni un bureau officiel, ni un endroit ouvert au public. C'était une villa discrète derrière un portail haut gardé par 2 hommes en uniforme neutre. Aïssatou sentit son estomac se nouer dès que le taxi s'arrêta. Le quartier respirait l'ordre et la distance comme si chaque arbre avait été planté pour tenir les gens à l'écart. Kofi posa une main légère sur son bras. « Rappelle-toi, dit-il doucement, tu n'as rien à prouver. Tu viens pour comprendre. » Elle hocha la tête. Comprendre. Ce mot lui servait de boussole. À l'intérieur, le salon était vaste, décoré avec sobriété. Une femme se leva pour les accueillir. Élégante, le port droit, le regard calme mais tranchant. Aïssatou reconnut aussitôt ce type de présence, celle qui n'a jamais eu à demander la permission. « Je suis Aminata, » dit-elle. « Merci d'être venue. » Elle s'adressa d'abord à Kofi comme si Aïssatou n'était qu'une ombre. Cela piqua, mais Aïssatou se retint. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » poursuivit Aminata. « La situation devient délicate. » Aïssatou prit la parole avant que Kofi ne le fasse. « Parlez-moi de ma mère. » La femme marqua une pause surprise. Puis elle sourit légèrement. « Vous allez droit au but. Très bien. » Elle s'assit et invita les autres à faire de même. « Votre mère était une jeune femme brillante, issue d'une famille respectée. Sa relation n'aurait jamais dû exister. Elle a menacé des équilibres importants. » Aïssatou sentit la colère monter. « Et moi, j'étais quoi dans ces équilibres ?» Un risque, répondit Aminata sans détour. Le mot tomba comme une sentence. « Alors vous m'avez effacé, » dit Aïssatou.
Vous avez décidé que je ne devais pas exister. Nous avons décidé de vous protéger, corrigea Aminata. Le monde que vous auriez connu n'aurait pas été clément. Il ne l'a pas été non plus, répondit Aïssatou d'une voix ferme. J'ai grandi dans le mépris et la peur. Un silence s'installa. Aminata observa Aïssatou avec plus d'attention. Vous êtes plus forte que je ne l'imaginais. Je n'avais pas le choix. Kofi intervint alors. Pourquoi maintenant? Pourquoi la contacter aujourd'hui? Aminata croisa les mains. Parce que son existence devient visible et parce que certains voudraient l'utiliser contre vous. Aïssatou comprit. Elle n'était plus seulement une fille effacée. Elle était devenue une arme potentielle. Que voulez-vous de moi? Demanda-t-elle. Aminata inspira lentement. Le silence. Et en échange une sécurité, un soutien, une vie stable. Aïssatou eut presque envie de rire. Vous appelez ça un échange? Le monde fonctionne ainsi, répondit Aminata calmement. Aïssatou se leva. Toute ma vie, on a décidé à ma place, où je vivais, ce que je valais, même mon nom. Vous me demandez encore de me taire pour votre confort. Aminata la fixa dur. Si vous refusez, vous exposez beaucoup de gens. Vous-même d'abord. Kofi se leva à son tour. Les menaces ne fonctionnent plus. Ce ne sont pas des menaces, répliqua Aminata. Ce sont des réalités. Aïssatou regarda autour d'elle. Le luxe, le calme artificiel. Elle pensa à Djennaba, à la ruelle à la fin. Elle pensa à sa mère inconnue. « J'ai une question, dit-elle. Ma mère, est-elle encore en vie ?» Aminata baissa les yeux. Oui. Le cœur d'Aïssatou manqua un battement. Elle sait pour moi, elle a toujours su. Mais elle n'a jamais eu le droit de vous approcher. Les larmes montèrent brûlantes. Et vous trouvez ça normal? Aminata ne répondit pas. En quittant la villa, Aïssatou se sentait étrangement calme. Comme si la vérité même brutale lui avait rendu quelque chose. Dans la voiture, Kofi resta silencieux longtemps. « Tu as été remarquable, dit-il enfin. »« Je suis fatigué d'être remarquable, répondit-elle. Je veux juste être libre. » Le soir même, maître Ndiaye les rejoignit. Son visage était grave. « Ils vont tenter autre chose, dit-il. »« La pression va augmenter. Alors je parlerai, dit Aïssatou sans hésiter. »« Parler où ? Demanda l'avocat. « Là où ils ne pourront pas effacer. » Kofi la regarda inquiet. « Tu es sûr ? » ?»« Oui. » « Parce que le silence est ce qui m'a détruite. » Ils passèrent. La nuit à discuter. Des risques, des conséquences. Aïssatou sentait la peur, mais elle sentait surtout une clarté nouvelle. Elle savait ce qu'elle refusait désormais. Au petit matin, un message arriva sur son téléphone. Un numéro inconnu. Nous pouvons encore arranger les choses. Elle effaça le message sans répondre. Pour la première fois, Aïssatou comprenait que son histoire ne lui appartenait plus seulement à elle. Elle touchait à des systèmes entiers, à des injustices anciennes, mais elle savait aussi que se taire serait une trahison, non seulement envers elle-même, mais envers la jeune femme qu'avait été sa mère. Elle regarda Kofi. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, je ne veux pas devenir comme eux. » Il hocha la tête. « Alors on ira jusqu'au bout, proprement. » Au fond d'elle, Aïssatou sentit une certitude s'ancrer, le masque tombait, mais le combat, lui, ne faisait que commencer. La salle des puissants n'était pas un lieu unique. Elle changeait de forme selon les besoins, parfois une grande salle de conférence, parfois un salon feutré, parfois un événement public où les sourires servaient de paravent. Ce jour-là, elle prit l'apparence d'un forum économique organisé dans un hôtel luxueux du centre-ville. Bannières impeccables, éclairage, étudier discours programmés. Tout semblait pensé pour rassurer. Aïssatou entra aux côtés de Kofi avec une sensation étrange, ni admiration ni peur,
mais une vigilance aiguë. Elle avait appris à lire les gestes. Ici, les regards pesaient plus que les mots. Les cartes de visite changeaient en demain comme des promesses silencieuses. Les voix se faisaient douces, mais les intentions restaient dures. « Reste près de moi », murmura Kofi. « Et si quelque chose te met mal à l'aise, dis-le. » Elle acquiesça. Elle portait une robe simple choisie avec soin. Ni provocation, ni effacement. Elle avait refusé toute mise en scène. Être là suffisait. Dans la grande salle, des groupes se formaient, se défaisaient. Aïssatou sentit des regards s'arrêter sur elle, glisser, revenir. On la jaugeait, elle le savait, elle n'essayait plus de l'ignorer. Une femme s'approcha, élégante, le sourire parfaitement dosé. « Je suis heureuse de vous revoir, dit-elle à Kofi. Cela faisait longtemps. » Son regard se posa sur Aïssatou avec une curiosité froide. « Et vous êtes... » Son épouse répondit Aïssatou avant que Kofi n'ouvre la bouche. Un léger silence suivit. La femme haussa un sourcil amusé. Vraiment, voilà qui est inattendu. La vie l'est souvent, répondit Aïssatou calmement. La femme sourit, mais ses yeux se durcirent. J'espère que vous vous sentez à votre place ici. Aïssatou soutint son regard. Je me sens exactement là où je dois être. Quand la femme s'éloigna, Kofi se pencha vers elle. Tu viens de te faire une ennemie? Je sais, dit-elle. Mais je préfère une ennemie franche qu'une bienveillance fausse. Le forum débuta. Des discours sur l'avenir, la croissance, la responsabilité sociale. Aïssatou écoutait attentive. Elle notait les contradictions, les mots choisis, les silences calculés. Elle comprenait mieux maintenant comment le monde s'organisait au-dessus d'elle sans jamais la regarder. À la pause, un homme s'approcha de Kofi. Son sourire était large, ses gestes expansifs. « Tu as fait un sacré retour, dit-il. Certains sont surpris. »« Les surprises réveillent, » répondit Kofi. L'homme rit puis regarda Aïssatou. « Et madame, vous devez vous sentir un peu dépassée. » Aïssatou inspira profondément. « Je me sens concernée, dit-elle. C'est différent. » Le homme haussa les épaules. « Ce monde n'est pas tendre. »« Le mien non plus, répondit-elle, mais il m'a appris à tenir debout. » Il resta un instant sans voix, puis s'éloigna. Aïssatou sentit une fatigue sourde. Chaque échange lui coûtait. Mais elle sentait aussi une force nouvelle née de cette lucidité. Elle n'était pas invitée pour plaire. Elle était là parce qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Dans un coin de la salle, Maître Ndiaye leur fit signe. Ils semblaient tendus. Ils accélèrent, dit-il à voix basse. Des articles circulent déjà. Des insinuations. À propos de quoi demanda Aïssatou. De vous. De votre mariage. De vos origines. Elle serra les dents. Ils veulent me salir avant que je parle. Exactement. Kofi posa une main ferme sur la table. Alors on ne reculera pas. Peu après, une table ronde s'ouvrit au public. Questions-réponses. Une occasion parfaite pour orienter le récit. Aïssatou sentit le moment approcher comme une vague. Un modérateur invita des participants à prendre la parole. Plusieurs mains se levèrent. Des questions polies, des réponses vagues. Puis une voix claire s'éleva derrière Aïssatou. « J'aimerais poser une question. » Elle se retourna. Une jeune femme, micro en main, regard déterminé. On parle beaucoup de responsabilité sociale, mais que faites-vous quand cette responsabilité implique de reconnaître des erreurs passées, des vies effacées? Un murmure parcourut la salle. Le modérateur tenta de reprendre le contrôle, mais Aïssatou sentit l'occasion. Elle se leva. « J'aimerais répondre. » Des regards surpris. Le modérateur hésita puis acquiesça. Aïssatou sentit son cœur battre fort, mais sa voix resta stable. « On m'a effacé à la naissance pour préserver des équilibres.
On m'a dit que c'était pour me protéger. Pourtant, j'ai grandi sans protection. Aujourd'hui, on me demande encore de me taire pour le confort des mêmes systèmes. Un silence dense s'installa. Je ne parle pas ici de vengeance, poursuivit-elle. Je parle de reconnaissance, de vérité, de dignité. Si vos entreprises parlent d'avenir, alors commencez par réparer le passé. Des murmures, des regards qui fuyaient, d'autres qui s'accrochaient. Le modérateur tenta d'interrompre, mais Aïssatou avait fini. Elle se rassit les mains tremblantes. Kofi la regardait avec une fierté grave. « Tu viens de briser un plafond, » murmura-t-il. « Ou de m'en créer d'autres, » répondit-elle. La fin du forum fut chaotique. Des journalistes approchèrent. Des caméras. Des questions. Maître Ndiaye s'interposa, protégeant l'espace. Dans le hall, une femme s'approcha d'Aïssatou. Celle de la villa. « Aminata, tu as choisi la confrontation, » dit-elle froidement. « J'ai choisi la vérité. Tu vas déclencher des forces qui te dépasseront. » Aïssatou la regarda sans peur. « Elles m'ont déjà dépassé. Je rattrape juste le retard. » Aminata resta silencieuse, puis s'éloigna. En sortant de l'hôtel, Aïssatou inspira profondément. L'air lui sembla plus lourd mais plus réel. « J'ai peur, avoua-t-elle à Kofi. »« Moi aussi, dit-il. »« Mais tu as fait ce qu'il fallait. » Elle hocha la tête. Elle savait que le retour de bâton serait violent, mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière. Ce soir-là, dans la petite chambre près de la gare, Aïssatou se regarda dans le miroir fendu. Elle se vit autrement. Non plus comme une orpheline qu'on déplace, mais comme une femme qui choisit. Et pour la première fois, elle se dit que la justice, même lente, commençait parfois par une voix qui refuse de trembler. Le retour de bâton ne se fit pas attendre. Dès le lendemain matin, le nom d'Aïssatou circulait partout déformé, simplifié, arraché à sa complexité. Les radios parlaient d'une femme manipulée. Les réseaux murmuraient une opportuniste. Les journaux en ligne évoquaient des zones d'ombre. La vérité, elle avançait à pas lents, lestée de preuves et de prudence. Aïssatou écoutait sans écouter. Elle avait appris trop tôt que le bruit est une arme. Elle se concentrait sur l'essentiel, respirer, rester droite, ne pas se perdre. Kofi passait des appels, organisait des rencontres, verrouillait des dossiers. Maître Ndiaye venait et repartait l'air plus grave chaque fois. « Ils tentent de retourner l'opinion, » dit l'avocat. « Et ils s'attaquent aussi à Bakary. » Aïssatou sentit un pincement. Bakary, malgré tout, l'homme qui avait fermé les yeux quand on la brisait, comment demanda-t-elle? Des dettes ressortent, des signatures douteuses. Monsieur Sori a laissé des traces, beaucoup. Le nom raviva une colère ancienne. « Il va se servir de Bakary comme d'un écran, » murmura-t-elle. « Pour m'atteindre. » Exactement. Et ils espèrent te forcer à choisir entre la vérité et la famille qui t'a rejeté. Aïssatou resta silencieuse. Elle connaissait ce piège, faire croire que la morale est un luxe réservé à ceux qui n'ont rien à perdre. Ce soir-là, Djenaba se présenta le visage ravagé par l'angoisse. Elle n'entra pas tout de suite comme si le seuil la brûlait. « Aïssatou » commença-t-elle. « Il parle de prison pour Bakary. » Aïssatou la regarda sans haine, sans chaleur non plus. « Je sais. Tu peux faire quelque chose, » insista Djenaba. « Tu es avec des gens puissants maintenant. »« Je suis avec des gens qui respectent la loi, » répondit Aïssatou calmement. « Ce n'est pas la même chose. » Djenaba s'effondra sur une chaise. « Nous avons eu peur, dit-elle. On nous a dit que si on te gardait, on perdrait tout. Et vous avez choisi de me perdre, répondit Aïssatou. Je comprends. Mais je n'effacerai pas les conséquences. Djenaba pleura en silence. Aïssatou sentit la tentation de consoler, de réparer, de se sacrifier encore.
Elle la repoussa. « Je ne vous abandonne pas, dit-elle enfin, mais je ne mentirai pas pour vous sauver. » Ce fut la seule promesse qu'elle put faire. Les jours suivants furent consacrés à la procédure. Dépôt de plainte, audition, vérification. La mécanique de la justice avançait lente et implacable. Monsieur Saury fut convoqué. Ses méthodes mises à nu, ses alliances fragilisées, Kofi lui fit un choix difficile. Il refusa un arrangement rapide qui aurait étouffé l'affaire. « Ils veulent payer pour faire taire, dit-il à Aïssatou. Je refuse. « Tu sais ce que ça implique, demanda-t-elle. « Oui. Une bataille plus longue, des attaques personnelles, des pertes. » Elle hocha la tête. « Alors on tient. » Un soir, Aïssatou reçut un appel qu'elle redoutait et espérait à la fois. « Aminata. »« Tu as gagné un round, dit-elle. »« Pas la guerre. »« Je ne fais pas la guerre, répondit Aïssatou. Je répare. Tu crois réparer en exposant tout le monde? J'expose ce qui a été caché. La différence est essentielle. Un silence, puis ta mère veut te voir. Le cœur d'Aïssatou se serra. Ou dans un endroit discret, sans caméra, sans avocat. Aïssatou ferma les yeux. Elle pensa à l'enfant qu'elle avait été, à la femme qu'elle devenait. « D'accord, dit-elle, mais je viendrai comme je suis. » La rencontre eut lieu dans une petite maison claire, loin du centre. Une femme attendait assise près d'une fenêtre. Elle se leva quand Aïssatou entra. Le temps sembla hésiter. « Bonjour, dit la femme d'une voix fragile. » Aïssatou resta immobile. Elle reconnut quelque chose d'elle-même dans ce visage. « Bonjour, répondit-elle. » Elles s'assirent. Le silence parla d'années perdues. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » dit la femme. « Ils m'ont dit que c'était la seule façon de te sauver. »« On m'a sauvé en me perdant, » répondit Aïssatou doucement. Les larmes coulèrent. Des excuses maladroites, des regrets tardifs. Aïssatou écoutait attentive mais lucide. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit sa mère. « Je te demande seulement de vivre sans porter ma peur. » Aïssatou sentit quelque chose se dénouer. « Je porterai ma vérité, dit-elle. Le reste m'appartient. » En sortant, elle se sentit plus légère sans être guérie. Certaines blessures cicatrisent sans disparaître. La pression médiatique culmina quand les premières décisions tombèrent. Monsieur Saury fut inculpé. Bakary, reconnu complice passif, écopa d'une peine aménagée. Djennaba fut confronté à ses actes. Aïssatou n'assista pas au tribunal. Elle choisit de rester à l'écart par respect pour ce qu'elle avait déjà traversé. « La justice n'a pas besoin de témoins émotionnels, » dit-elle à Kofi. « Elle a besoin de faits. » Ce soir-là, ils marchèrent longtemps sans parler. Puis Aïssatou s'arrêta. « Je ne veux pas que ta richesse devienne une arme, dit-elle, ni contre eux ni contre nous. » « Elle ne le sera pas, répondit Kofi. Elle sera un outil pour réparer. »« Alors je reste, dit-elle, pas comme un symbole, comme une partenaire. » Il sourit. « C'est tout ce que je voulais. » Aïssatou leva les yeux vers le ciel. Elle savait que le chemin ne serait jamais simple. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule ni effacée. Et dans cette certitude, elle trouva la force d'avancer sans vengeance, sans renoncement, avec la justice comme horizon. Le jour où le jugement fut rendu, Aïssatou ne se rendit pas au tribunal. Elle resta dans la petite chambre près de la gare, celle où tout avait commencé autrement. Elle avait ouvert la fenêtre, laissé entrer le bruit de la ville, cette respiration collective qu'il avait portée quand elle n'avait rien. Elle préparait du thé lentement, comme pour rappeler à son corps que la vie continue aussi dans les gestes simples. Kofi entra sans bruit. Elle sut immédiatement, à la manière dont il posa ses clés, que quelque chose venait de se fixer. « C'est fait, » dit-il. Elle ne demanda pas quoi. Elle savait. Elle s'assit en face de lui, posa ses mains autour de la tasse chaude.
Dis-moi seulement l'essentiel, demanda-t-elle. Monsieur Sori a été condamné. Les preuves étaient nées trop nombreuses, les pratiques trop claires. Et Bakary, une peine aménagée. La justice a reconnu sa peur, pas son innocence. Aïssatou ferma les yeux un instant. Elle n'éprouvait ni joie, ni tristesse. Seulement un calme étrange comme après une tempête qu'on n'attend plus. Et Djennaba, elle a dû répondre de ses actes. Rien d'exemplaire, mais plus rien d'impuni. Aïssatou hocha la tête. Elle se leva à la jusqu'à la fenêtre. La rue était la même. Les passants, les vendeurs, les rires lointains. Le monde n'avait pas changé. Et pourtant, elle-ci, dans les jours qui suivirent, les sollicitations se multiplièrent. Des associations voulaient sa parole. Des médias réclamaient un témoignage. Des inconnus écrivaient pour remercier ou pour attaquer. Aïssatou lisait peu. Elle choisissait avec soin ce qu'elle laissait entrer. « Tu pourrais devenir un symbole », lui dit un jour Maître Ndiaye. Elle sourit doucement. « Je ne veux pas être un symbole, je veux être une personne. » Elle reprit le travail autrement. À l'hôpital public, elle suivit une formation d'aide-soignante. Les couloirs ne lui faisaient plus peur. Elle connaissait la fatigue, l'attente, la dignité silencieuse. Elle travaillait avec sérieux sans chercher à être remarquée. Les patients l'appréciaient pour sa présence attentive, pour sa manière de parler sans écraser. Un après-midi, la vieille infirmière la regarda longuement. « Tu as trouvé ta place », dit-elle. « Je l'ai construite », répondit Aïssatou. La relation avec sa mère restait fragile. Elle se voyait parfois dans des lieux simples. Elle parlait de choses concrètes. Pas de reproches, pas de promesses impossibles. Aïssatou avait posé une limite claire, elle refusait d'entrer dans un monde où elle serait encore tenue à distance. « Je ne veux pas être réparée par l'argent », avait-elle dit. « Je veux être reconnue par la vérité. » Sa mère avait acquiescé les yeux humides. Avec Kofi, le temps avait changé de texture. Leur relation n'était plus définie par la peur ni par le secret. Ils parlaient de projets modestes, rester dans ce quartier, encore un peu soutenir une association locale, investir dans des formations. La richesse de Kofi n'était plus un fantôme. Elle devenait un outil mesuré. Je veux que chaque décision ait un visage, dit Aïssatou un soir. Pas seulement des chiffres. Alors on commencera ici, répondit Kofi. Là où tu as appris à tenir. Ils organisèrent une petite aide pour les femmes du marché, sans discours, sans caméra. Des formations courtes du matériel du suivi. Rien d'héroïque, juste utile. Un jour, Djennaba passa. Elle n'osa pas entrer tout de suite. Aïssatou l'invita à s'asseoir. « Je ne te demande rien, dit Djennaba. Je voulais seulement te dire que je vois maintenant. » Aïssatou la regarda. Elle sentit la colère ancienne, mais aussi sa fatigue. « Voir n'efface pas, répondit-elle. Mais ça peut t'empêcher de recommencer. » Djennaba hocha la tête honteuse. « Je ferai attention aux enfants que j'ai autour de moi, dit-elle. » Aïssatou accepta cette parole sans plus. Le soir, en rentrant, elle écrivit dans un carnet neuf. Pas pour raconter son histoire, pour noter ce qu'elle avait appris, que le silence protège les puissants, que la dignité commence par le regard qu'on pose sur soi, que la justice n'est pas une vengeance, mais une réparation lente. Elle repensa à ce mariage imposé à la cour sans chant à l'homme qu'on appelait le mendiant. Elle sourit à cette ironie. Ce jour-là, on avait voulu l'écraser. On l'avait déplacé comme un objet. Et pourtant, c'était là que sa trajectoire avait bifurqué. « Tu regrettes ?» demanda Kofi en la voyant sourire. « Non, » répondit-elle. « Mais je n'idéalise rien. La douleur était réelle. Et maintenant je choisis. » Ils restèrent un moment en silence. Puis Aïssatou parla doucement. « Je ne veux pas d'un conte où tout est parfait. Je veux une vie juste, avec des erreurs reconnues, des choix assumés. C'est la seule richesse qui dure, dit Kofi.
Aïssatou regarda autour d'elle. La chambre simple, les bruits familiers. Elle se sentit chez elle pour la première fois sans condition. Elle comprit alors que la justice n'avait pas seulement puni. Elle avait rendu possible autre chose, une existence sans peur constante, une parole sans tremblement. Et si le monde restait imparfait, elle savait désormais une chose essentielle. On peut naître effacé, être utilisé, méprisé. Et pourtant, reprendre son nom, pas pour dominer, mais pour vivre debout. C'était cela sa victoire. Avant de nous quitter, prenons un instant ensemble. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Aïssatou et de Kofi. C'est peut-être aussi un miroir tendu vers nos propres vies, nos propres silences, nos propres combats. Elle parle de ce que l'on fait quand on n'a pas le pouvoir, quand on n'a pas la parole, quand on vous dit que votre place est ailleurs. Elle parle de la patience, qui n'est pas une faiblesse de la dignité, qui survit même dans l'humiliation, et de la justice qui ne crie pas toujours, mais qui avance pas à pas. Qu'avez-vous ressenti en suivant ce parcours? De la colère face à l'injustice, de la tristesse devant les renoncements imposés? Ou peut-être de l'espoir en voyant qu'une vérité, même longtemps étouffée, peut finir par émerger? Dites-le nous. Votre ressenti compte. Chaque commentaire est une voix, une histoire, une expérience différente qui enrichit cette communauté. Pensez-vous qu'Aïssatou a fait les bons choix? Auriez-vous accepté le silence pour être en sécurité? Ou auriez-vous, comme elle, risqué l'instabilité pour rester fidèle à votre vérité? Ces questions n'ont pas de réponse. Simple, et c'est précisément pour cela qu'elles méritent d'être partagées. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, même un peu, prenez une seconde pour montrer votre soutien. Un like aide énormément la chaîne à faire vivre d'autres récits comme celui-ci. Un commentaire permet de créer un espace de dialogue sincère où chacun peut s'exprimer sans jugement. Et si vous aimez ces dramas moraux africains, humains profonds, ancrés dans la réalité, et porteurs de sens, pensez à vous abonner. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à raconter des histoires qui donnent une voix à ceux qu'on n'écoute pas toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Gardez votre dignité et souvenez-vous, même dans le silence le plus long, une vérité peut encore trouver son chemin.